Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous le savez, elle est interactive, vous allez le comprendre dans un instant. Nous prenons en compte vos réactions, que ce soit sur Twitter ou sur le 657 39 13 13 ou sur Facebook grâce à Sola Media qui relaie donc cette émission. Merci de nous écouter à Farana sur Bambou FM et sur nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Kankan sur la 99, vous nous écoutez à Zérékoré, à Mamou, mais aussi à Labé et à Boké sur la 99.7. Merci de votre fidélité et merci à nos compatriotes de l'étranger qui nous regardent un peu partout dans le monde. Chronogramme de la transition guinéenne, le FNDC vient de proposer un programme de 24 mois, une feuille de route qui va du recrutement d'un opérateur pour la révision du fichier électoral à l'organisation des élections en 3 phases. D'abord le référendum suivi des communales et des législatives avant la présidentielle. Pour le Front National pour la défense de la Constitution, tout le processus devrait se terminer le 5 septembre 2023. Qu'est-ce qui justifie ces différentes propositions? Nous en parlons ce matin avec Sékou Koundouno, responsable des stratégies et de la planification du FNDC. Audiovisuel en Guinée, contenu et défis, c'est le titre de l'essai littéraire de Jacques Léwa Leno. Oui, il s'agit de Jacques Léwa Leno, chroniqueur des Grandes Gueules, dont la dédicace est prévue lundi prochain au chapiteau du Palais du Peuple. L'ouvrage évoque les pratiques professionnelles dans les radios et télévisions guinéennes depuis la libéralisation des ondes en 2005. Au cœur de sa réflexion, l'épineuse question de l'indépendance des journalistes et les choix éditoriaux. À quelques jours donc de la dédicace, nous recevons l'auteur pour en parler. Mais d'abord, vos réactions avant de continuer les Grandes Gueules avec les différents chroniqueurs. Nous partons sur les différentes plateformes. Nous commençons par Twitter. Que nous dit ce premier tweet? Il s'agit de Mamadou Dia au Guinée qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, toute personne éprise d'un développement durable de notre nation ne va jamais s'opposer à des actions qui visent à remettre la Guinée sur le bon chemin, mais il est impératif de respecter les règles procédurales. La brutalité morale, qu'est-ce qu'il dit? La brutalité morale n'est pas une solution. C'est Mamadou Dia au Guinée donc qui envoyait ce tweet. Nous continuons toujours avec Mohamed Diakité. Bonjour les Grandes Gueules, l'audition et le mandat de dépôt à Coronti, la plupart des anciens commis de l'État sont mouillés jusqu'aux os. À cette allure, la CRIEF va envoyer beaucoup d'entre eux à l'hôtel 5 étoiles. Espérons que la démarche ne soit pas seulement le paiement de caution. Toujours sur Twitter, cette fois-ci avec Mamadou Saliou Bachir Diallo qui nous écrit: bonjour Madame Moussaïro et à l'équipe des Grandes Gueules, à l'équipe du jour. Des cautions extraordinaires pour enfin bénéficier d'une liberté provisoire. Ça en dit long sur ce dont ils sont reprochés. On peut dire au risque de se tromper, certains ont baigné dans l'enrichissement illicite. Hashtag espace GG. Nous continuons cette fois-ci avec Djibril Soriba Souma. Que dit-il? Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Je suis tout à fait d'accord que tous ceux qui ont géré les biens de notre pays en rendent des comptes, mais il faudrait aussi qu'on évite des règlements de compte et les deux poids deux mesures dans la procédure. Depuis Wankifon, Djibril Soriba Souma nous écrit donc sur Twitter. Alpha Fili Douné nous écrit également: bonjour Diadia, la Guinée a adopté la culture de l'humiliation. Tant que nous n'avons pas une justice partiale et qu'est-ce qu'il dit, et non une justice passionnelle, nous tendons vers une république cauchemardesque. Hashtag espace GG. Lamabank Diallo nous écrit également. Il dit: bonjour, quand on est émotionnel, on ne peut pas être juste dans la prise de décision. Une justice doit être exigeante, indépendante et transparente. Après avoir perdu sa boussole, le CNRD est en train de marcher dans l'obscurité et il serait très difficile de s'en sortir. Toujours sur Twitter avec Ibrahima Diaby, hashtag bonjour les Grandes Gueules. Je voudrais que vous preniez en compte l'analyse de CAPS. Il dit pas faux,
ils sont en train de renflouer les caisses de l'État en demandant à ces hauts dignitaires des cautions et surtout sans respecter les procédures. C'est une honte. C'est l'avis donc de Ibrahima Diaby. Lettre vagabonde Fatou Mata, qu'il ne faut pas humilier les cadres de la République. Voilà comment tout est tabou chez nous. Personne n'est légitime à porter le poids de sa responsabilité. C'est quoi humilier? Elle pose la question. Et puis, la justice est assez intelligente, normalement. Lettre vagabonde qui nous écrit donc sur Twitter. Aboubakr Kadro. Bonjour les GG. Il faut que nous donnions la force à notre appareil judiciaire. Certains Guinéens ont tellement la mémoire courte qu'ils ont oublié ce que ces anciens dignitaires nous ont fait subir. Ce matin, l'analyse de CAPS est décevante. Que voulons-nous enfin? Il pose la question. Bereteke nous écrit également sur Twitter. Il dit dans le dossier de Zainab Nabaya, le procureur avait communiqué les supposés montants détournés. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les autres accusés? Les seules preuves dont dispose ce procureur sont les articles de presse et c'est dommage. Cham Moyayembo nous écrit également bonjour Madame So et à toute l'équipe. Le cercle vicieux entre la CRIEF, justice et anciens dignitaires est important pour la survie de notre pays qui a été longuement violé par les dirigeants, mais dans le respect des procédures, oui, il le dit. Nous allons basculer un dernier sur Twitter, c'est le dernier d'ailleurs, avec Youssef Kaba. C'est révoltant d'écouter Caps et Antoine défendre les ministres du PRAC. Lequel de ces ministres est blanc? Il n'y a aucun mal à ce qu'il soit demandé à un cadre de rendre compte de sa gestion. Qu'est-ce que vous n'avez pas dénoncé ici? N'en rajoutez pas à notre souffrance. Donc, Youssef Kaba qui nous écrit sur Twitter et nous allons donc basculer sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. À entendre Caps avancer certains propos, on dirait qu'il ne vit pas en Guinée. T'as vraiment tapé poteau, coach. Voilà les réactions de nos auditeurs. Voilà, ça a disparu. Voilà, ça revient. Bonjour les GG. Comment quelqu'un peut avoir des immeubles, des villas, alors la personne n'est même pas héritier ou propriétaire d'une entreprise? Je vous dis que ce sont les biens de l'État. Les gens ont pris l'argent de l'État. Il n'y a aucune trace. C'est comme ça. La CRIEF doit donc procéder pour qu'enfin nous puissions certainement récupérer. Nous continuons toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Je crois que Caps a perdu sa boussole entre lui et Dieu. Est-ce que ces gens-là vont reconnaître avoir volé l'immense fortune qu'ils ont aujourd'hui? Je crois que non. Donc mon Caps réfléchit bien avant de parler. Le procureur ne peut pas les envoyer en prison s'il n'a pas la preuve requise. Vous voyez, Kassori a tellement l'argent que c'est des avocats internationaux qui viennent le défendre. Que Dieu aide la vérité. Monsieur Ndiaye depuis Zérékoré. Il nous dit bonjour. Doumbouya c'est IB, voilà, ID. Doumbouya qui promettait renouveler l'État et pas de recyclage montre qu'il est tout aussi incapable de respecter ses engagements, tout comme les civils. Donc, comment et pourquoi nous lui ferions confiance pour une transition avec ses promesses d'assainissement? Il nous roule dans la farine. Idée donc qui nous écrit deux derniers avant de continuer cette émission. Bien d'autres réactions qui nous sont parvenues. Sinani qui nous écrit, que dit-il? Bonjour Yaya et à toute l'équipe des GG. Nous sommes pour une justice efficace en respectant les procédures comme ça se doit, dans l'intérêt supérieur de la nation. Bonne prière de vendredi à tous. Sinani donc qui nous écrit. Voilà, ça c'est plutôt une autre réaction. Nous prenons bonjour la radio école. Moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. La Guinée est un pays extraordinaire. Où allons-nous? J'ai l'impression que le CNRD commence à marcher à l'envers. Bientôt le retour du PRAC au pouvoir. Un dernier pour terminer, voilà, il y a le préfet de la baie qui nous écrit. La caution est mise sous séquestre. Personne n'y touche. Voilà, précision importante donc. Pour ce dernier, bonjour Diadia, c'est Adi le Guinéen. Le CNRD a un gros caillou dans leurs chaussures parce qu'ils ont trouvé une population politisée, une opposition engagée. Faisons attention, il dit. Un dernier pour terminer, ça c'est Prince
le DG de Adafo du côté de Kankan qui nous écrit de demander la signification d'un avocat. Il dit un avocat défend même si son client a tort. Prince donc Ibrahim Prince Diallo qui nous envoie ce message. Alors nous continuons le cours normal de cette émission. Antoine qui tenait mordicus à intervenir sur le sujet qu'on a évoqué en première position juste pour terminer je disais qu'on n'est pas contre le travail de la justice, bien au contraire. Chacun de nous aspire qu'il y ait justice, aspire que tous ceux qui ont géré ce pays rendent compte. C'est ce que nous disons depuis l'entame de la saison, depuis l'entame de ce coup d'État, sauf qu'on ne nous empêche pas de nous interroger sur certaines choses qui ont lieu devant ceux qui sont censés rendre justice. Lorsque dans une procédure, on convoque des personnes, au bout d'un temps on les met en détention, et qu'il y a quelques-uns parmi eux qui sollicitent être entendus, la lettre de Souleymane Traoré est une preuve éloquente, parce qu'il a sorti une lettre dans laquelle il informe l'opinion pour dire depuis presque un mois, je suis en prison. Je ne suis pas entendu par un juge d'instruction. Je demande à être entendu, on ne m'écoute pas. On m'a demandé 30 milliards comme caution. Je ne sais pas pourquoi on me le demande. Donc, lorsque un détenu parle ainsi et que d'autres qui sont entendus, qui ne sont pas encore en détention, qui sont entendus devant la DCIJ et au bout d'un temps, on les envoie à la CRIEF et qui partent en détention, la grosse question c'est, est-ce que la détention est la règle, forcément ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode par laquelle il faut passer pour amener ces personnes qui ne sont... Non, voilà. La détention est l'exception. Voilà, en droit. Puisque ce n'est pas la règle, on aurait pu agir autrement. C'est-à-dire, on les place sous contrôle judiciaire, puisqu'ils ne sont pas des criminels qui ne peuvent pas fuir parce qu'il y a leur passeport confisqué. On peut les placer sous contrôle judiciaire, on leur fait payer des cautions et qu'on les entende au fur et à mesure qu'on a besoin d'eux. Mais les mettre en détention, déjà en tout cas, on nous apprend quand même qu'il y a un ou deux DG qui ne sont plus au pays. Il ne faut pas dire on nous apprend, tu sais, on connaît les noms. C'est Lamine Cissé de l'ANAïM et puis le directeur des impôts, l'ancien directeur Marissa qui aurait quitté le pays. Ouais. Ça, c'est il y a Fritza sur moto parfois. Pourtant, c'est des gens qui étaient censés répondre. Les grandes gueules. Sur moto pour certains. Est-ce qu'il faut aller sur la base de cette situation pour dire que les ministres vont s'enfuir? Bon, ça c'est une grosse question, mais je me dis que les mettre en détention, le seul fait qu'ils franchissent le seuil de la porte de la maison centrale, c'est une humiliation pour eux. Faire 24 heures en détention. Sortir de ce monde d'humiliation, faire Antoine. 24 heures en détention déjà, ce n'est pas honorable pour des personnes qui hier donc ceux qui sont là-bas durant des années, c'est honorable. Aujourd'hui, s'il y a lieu de les entendre, en tout cas pour ceux qui ont été en détention, qui jusque-là ne comprennent pas ce qui leur arrive, c'est important de les écouter. S'il y a lieu de les mettre sous contrôle judiciaire, qu'on le fasse. Mais il ne faut pas détenir des personnes en prison, libérer quelques-uns, alors que c'est la même procédure qui est en cours. Encore une fois, je m'interroge, j'espère avoir tort dans ce que je dis. J'espère juste que la justice... Tu n'étais pas là, on te demande de redescendre sur terre. Oui, je suis sur terre. Je suis sur terre. Que tu confonds tout. C'est pas grave. Je préfère dans ma confusion, mais qu'on ne m'empêche pas de penser ce que je veux. Et encore une fois, dans ce dossier-là, je constate par moments qu'il y a une célérité pour les uns et une lenteur pour d'autres. Ce qui, pour moi, paraît assez paradoxal. Voilà, donc c'est important qu'on s'interroge. J'espère que la justice joue bien son rôle. Voilà. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet, mais sans transition, puisqu'il s'agit aussi de justice, c'est pas passé inaperçu. Sidi Souleymane Ndiaye recyclé la Cour suprême. Oui, justement, on tard hier le décret, parce que c'est l'appareil judiciaire qui a été meublé, la Cour des comptes, certains tribunaux. Et donc, il y a un nom qui a polarisé toutes les attentions, c'est Sidi Souleymane, maître, et donc qui était au niveau du parquet du tribunal de première instance de Dixine. Vous savez, c'était vraiment ce procureur qui, sous Alpha Condé, qui avait cristallisé les attentions par rapport un peu à sa façon de porter les dossiers. Et cet audio qui était sorti, audio dans lequel on l'avait entendu, où il demandait qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que Founike Menguer soit maintenu en détention. Et ça, donc ça a été une sorte d'onde de choc pour l'opinion nationale. Écoutez, un homme qui a prêté serment s'illustrer comme ça. C'est vrai que bon, si vous demandez aux hommes de robe noire, ils vous diront que c'est un procureur. Le procureur, c'est l'avocat de l'État. Il cherche à enfoncer et qu'il était dans son rôle. Mais l'un dans l'autre, du point de vue quand même responsabilité, du point de vue bon sens,
pour une personne quand même qui a juré d'obéir à l'autorité de la loi. Et ce qu'il avait fait, c'est on avait un homme en face qui était inféodé, qui était placé sous la férule et donc qui est taillable, malléable et corvéable à merci, parce qu'on disait que c'était le bras armé de l'exécutif de Alpha Condé qui était juste là pour enfoncer tous ceux qui s'étaient levés vent debout contre une modification constitutionnelle en Guinée. Donc voir cet homme revenir, malgré le discours du président de la transition, ça suscite des interrogations. Je pense que là, c'est comme, beaucoup le voient comme un pied de nez à l'opinion nationale, à tous ceux qui avaient dit, et enfin on est en train de changer, on est en train de faire une rupture avec les anciennes pratiques, parce que le président l'a dit qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé. Il a dit que la justice sera la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Et plus loin, il dit qu'il n'y aura plus de recyclage, et il continue en disant aussi que on ne va pas permettre la justice était inféodée. Il a dit la justice était malléable et aujourd'hui il faudrait rompre avec tout ça. Maintenant, voir une telle décision, ça contraste un peu avec son discours et la réalité sur le terrain. Donc beaucoup sont en train de dire ce qu'il dénonçait hier, lui-même il est en train de perpétuer cette tradition. Maintenant, on peut comprendre, les juristes peuvent dire que c'est magistrat, il a été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, et donc il y aurait une réunion avant-hier où le Conseil supérieur de la magistrature a finalement décidé, statuer sur son sort, et que c'est à l'issue de cela, il a bénéficié de ce décret qu'il envoie au niveau de la Cour des comptes. Maintenant, est-ce que c'est une sanction? Parce qu'il part là-bas sans aucune précision. On dit parquet au niveau de la Cour des comptes. On ne dit parquetier. Pas parquetier. Voilà, donc ça, et je pense que moi je ne vois pas ça comme une condamnation pour lui, mais plutôt comme une insulte pour le peuple de Guinée, parce que si vous regardez aujourd'hui les réactions... Pourquoi? Oui, bon, les gens, ils jugent l'homme par rapport à ses agissements. Je ne crois pas. Sous Alpha Condé. Je ne crois pas. Il n'a pas été condamné, à ce que je sache. C'est Souleymane. Oui, sur le plan il n'a pas été jugé. Sur le plan juridique, on peut le dire. Il jouit de ses droits civils. Moi, je parle un peu là de l'opinion, de la réaction de l'opinion. Voilà, je parle là de la réaction de l'opinion. Il n'y a pas d'insulte. Non, attendez. Non, ne confondez pas ce que pensent les citoyens et dire que la justice l'a condamné. Il n'a pas été condamné. Mais ils sont mes médias. Sudi Souleymane, à mon avis, est-ce que je peux finir? À mon avis, a été un bon magistrat. Dans le rôle qu'il a joué, il a peut-être joué le mauvais rôle à l'époque. N'eût été l'audio qu'on a entendu ici. Personne ne discute sa compétence en tant que magistrat. Non, quand vous le dites débat n'est pas là. Quand vous dites que son retour est une Le débat, c'est au niveau de sa moralité. Le débat n'est pas au niveau de sa compétence. Un magistrat peut être compétent. Il peut être compétent. Non, mais être servile. Être procureur vous soumet à des actions. Je l'ai dit, j'ai commencé par dire ça. J'ai dit que le procureur, c'est l'avocat. Écoutez, à l'époque, c'est... N'eût été l'audio, même les mises en cause à l'époque, disent, quand vous les écoutez, que Sidi est un bon magistrat. Lors des procès, quand vous l'écoutiez parler, dans sa défense, dans la façon de faire la procédure, il était dans son rôle. Oui, mais personne ne le dénie cela. Empêcher le fait qu'on le... Antoine, attends. Ne dis pas que c'est une insulte pour le peuple de Guinée. Non, attendez. Le fait de ramener Sidi Souleymane, pour moi, personne ne discute. Il ne bénéficie pas sa compétence, sa maîtrise des textes. Personne ne discute cela. Personne ne discute cela. On sait tous que c'est un magistrat qui est compétent. Justement, mais l'insulte se trouve où alors? Mais la compétence dont on parle est différente aujourd'hui de la moralité de l'homme. Vous pouvez être un magistrat compétent. Je ne crois pas que sa moralité est un problème. Il a joué un rôle à l'époque. Je pense qu'il est l'avocat. Une fois encore, j'ai commencé par dire qu'il était dans son rôle parce qu'il est l'avocat de l'État. J'ai commencé par ça. C'est comme si aujourd'hui on disait que demain, à supposer que demain le CND ne soit pas là. Charles Ouette aujourd'hui, il joue un rôle de procureur. Aujourd'hui, il poursuit des personnes. Demain, quand le CND ne sera pas là, on va dire quoi? Il n'est pas dans le même registre. Non, c'est le même rôle qu'il joue. Non. Ils sont tous les deux procureurs. Charles Ouette n'a pas usé de faux, de trafic d'influence pour mettre des gens en prison. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'éléments pour l'instant. Non, justement, on n'a pas d'éléments pour juger si la procédure de... La fois dernière, lorsque Charles Ouette a fait sa sortie contre Djoma, contre le fondateur de Djoma, qu'est-ce qu'on a dit ici? La procédure a été biaisée. Charles Ouette, dans sa volonté de vouloir bien faire les choses parfois, va au-delà de ce qui lui est demandé. Est-ce que demain, lorsque le Doumbouya ne sera pas là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que Charles Ouette, étant reconduit dans un régime, c'est une insulte au peuple de Guinée? Je dis non. Sidi Souleymane a été procureur. Il a défendu l'État. Il était dans son rôle à l'époque. Si aujourd'hui on pense qu'il peut encore jouer un rôle, on le ramène au parquet de la Cour des comptes sans aucun poste précis.
Pour moi, ce n'est pas une insulte. C'est un magistrat qui a été reconduit. Justement, la précision est importante. Je t'en train de parler. Il va comme avocat général plutôt à la Cour suprême. À la Cour suprême. À la Cour suprême, voilà. Comme avocat général à la Cour suprême. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, on ne parle pas là du magistrat qu'on a connu, qui connaît les textes de loi, qui est pétri de talent. On ne parle pas de cet homme-là. Un homme, en fait, c'est un inconnu connu et qui peut avoir plusieurs facettes. On parle là d'une personne qui a prêté serment, qui est appelée à obéir sous l'autorité de la loi et qui, dans un audio, on l'écoute mettre tout en œuvre, même s'il faut aller plus loin, se salir les mains pour maintenir une personne en détention. C'est ce dont on parle. S'il a été sanctionné, c'est parce que ceux qui l'ont sanctionné à l'époque ont constaté qu'il a failli quelque part à sa mission. S'il n'avait pas failli, cette sanction n'allait pas tomber. Maintenant, aujourd'hui qu'on décide de le rétablir, vous pouvez le dire à l'opinion, on a un bon magistrat. Mais de l'autre côté, ce discours ne va pas rentrer parce que les gens ont retenu cette image de l'homme-là. Je crois qu'à un moment donné, il faut que le bon sens aussi oriente nos décisions. C'est vrai, le président, on va dire, les décrets, il peut le prendre. Et il est libre de le prendre, il est libre de nommer qui il veut. Mais parfois aussi, en nommant des gens, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder un peu l'implication que cela peut avoir au sein de l'opinion nationale. Parce qu'un chef d'État, c'est deux choses. Vous vous battez pour avoir l'adhésion nationale, mais aussi pour avoir l'assentiment de ceux qui sont sur le plan international. Et si vous avez l'assentiment de ceux qui sont dans votre pays, ça vous conforte dans vos positions. Mais si on pose des actes qui nous amènent à nous éloigner des citoyens qui vous jugent de par vos actions, je pense que ça, c'est pas bon. À un moment donné, il faut qu'on voie qui on va nommer. Je suis d'accord qu'on ne peut pas garder indéfiniment l'homme parce qu'il n'est pas à la retraite. Une fois encore, c'est un magistrat. On ne peut pas le garder indéfiniment comme ça. Le faire, je pense que c'est de ne pas aussi connaître les lois de la République. Mais en le faisant, il faut que le bon sens, je pense, que nous guide. Parce que ce qui a été posé, je pense que c'est très mal perçu. C'est du pouvoir discrétionnaire du président dans certains cas, mais moi je pense que à un moment donné, oui, il faut. Oui, quand j'essaie d'être tranquille ici, on me dit qu'il faut arracher la parole. On va dire souvent dans certains cas que c'est du pouvoir discrétionnaire du président, mais je pense que pour certains cas, le peuple a besoin d'explications. Ça peut être la logique, ça peut être le devoir, enfin le devoir que vous avez vis-à-vis du peuple, parce que Sidi Souleymane Ndiaye, personne ne lui enlève le droit d'être un bon homme de droit. Il est bien dans ce sens. Mais il a quand même posé des actes. On se rappelle sous Alpha Condé, beaucoup se posaient la question sur son utilité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, on ne l'entendait pas. L'exception. Voilà, on ne l'entendait pas. Et quand même, contrairement à Charles Wright, par exemple, contrairement à d'autres, il y a cet audio qu'il a incriminé quand même, où on l'a entendu. Des Guinéens ont été choqués. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question sur comment c'est arrivé, tout et tout, mais ce qu'on veut comprendre, c'est sur quelle base on l'a ramené, parce qu'on supposait que c'était tellement grave qu'il fallait déjà être situé. Parce que les hommes de droit, personne n'est infaillible. Mais on demande encore plus de probité du côté de ces gens, parce que c'est eux qui aident, la justice, à la société à aller bien. Et lorsque ça ne va pas du côté de ces hommes, c'est assez compliqué. Alors Sidi Souleymane, qu'on le ramène, c'est le droit, c'est son droit. Si il est guinéen, il est bien. Mais qu'on dise d'abord aux Guinéens sur quelle base on le ramène. Est-ce qu'il a été prouvé que l'audio dans lequel on l'a entendu, c'était un montage? Donc rien. Non, c'est des questions que je me pose, hein, parce que je me dis qu'on ne peut pas faire fi de ça et le nommer. Parce que après, ce serait mettre quelqu'un qui va répéter la même chose. Du moment où on dit que la justice doit être la boussole, si on a des hommes qui ne sont capables que de regarder l'homme qui a le pouvoir de n'obéir qu'à l'homme-là et de ne pas penser aux problèmes de la société, ça devient dangereux. C'est pourquoi je me dis, souvent on est quand même sorti de ce débat, hein, quand on nous disait qu'il n'y aurait pas de recyclage. On a fini ça, il y a beaucoup de recyclés. Maintenant, au moins qu'on se donne le droit de nous dire sur quelle base on choisit des gens qui ont quand même prouvé devant l'opinion, qui ne sont pas dits de confiance. S'ils ont des preuves, qu'on nous ramène cela. Moi, c'est tout ce que je demande. Peut-être qu'ils ont des raisons. Bon, moi je crois que soit on parle pour contenter l'opinion, soit on parle pour débattre vraiment de vraies questions liées à la fonction, au rôle, à la mission d'un procureur, où on contente les gens. Moi je vais dans le sens du rôle du procureur. Il poursuit, il influence un peu la décision du juge. Il est dans son rôle de poursuivre. C'est, comme on le dit, hein, c'est le représentant de la société.
il a estimé par moment, en poursuivant tel ou tel, les compétences des avocats dans la défense viennent également en dire long sur la conviction. Parce que le procureur, lui, il fait des propositions. Le procureur ne condamne pas là. Il fait des propositions, il oriente où tout revient à la conviction personnelle, À l'intime conviction par du l'intime juge. conviction du juge de mettre en prison ou de libérer. Donc si on doit tout mettre au compte du procureur, ça veut dire quelque part que le juge n'a pas fait travailler son intime conviction, et de l'autre côté, la défense également n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des dossiers où il n'y a pas eu de jugement, les gens ont été déférés. En attendant qu'il y ait jugement, on parle de ces cas-là. Oui, c'est parce que le juge, par moment, n'a pas sévi. Parce que c'est quand même un appareil. Non, il y a Daouda, des niveaux de responsabilité. Daouda, on peut déférer une personne en attendant qu'elle soit jugée. En fait, c'est ce qu'on reprochait à Sidi Souleymane. On suppose qu'il envoyait beaucoup trop de personnes à la maison centrale. Il envoyait des gens à la maison centrale et c'est un appareil. Et à un moment donné, c'est un appareil. Et à un C'est moment un donné, appareil. le président Alpha Condé même avait dit à l'époque qu'il ne faudrait pas démystifier la maison centrale. Parce que quiconque vient, même quand on vous prend par exemple pour le Covid, on vous place au mandat de dépôt. Donc moi je me dis, aujourd'hui, parce que moi je ne reviens pas sur le recyclage, parce que c'est un piège dans lequel Doumbouya il est tombé, parce qu'il a voulu contenter, comme beaucoup veulent contenter les opinions, il a voulu contenter les opinions. Alors le procureur qui revient aujourd'hui, qui n'était même pas parti, il faut le dire, il a été muté à une position, et il va continuer à faire son travail. Mais si on doit revenir sur l'audio qui devient le diable pour Sidi Souleymane Ndiaye, je me dis que celui qui a fait cet enregistrement doit aussi être traîné comme un diable. Comment cela? Voilà. Parce que il sait bien que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Enregistrer quelqu'un à son insu et rendre cet enregistrement public, c'est quand même un homme de... les choses dans leur contexte. Moïse n'avait expliqué ici qu'il n'avait pas eu l'aval de Charles Wright pour diffuser la vidéo. Il n'avait pas eu son aval, il n'avait pas eu son autorisation. C'est le journaliste d'investigation qui a estimé que le moment était opportun pour mettre la vidéo. C'est pas Charles Wright qui a demandé à ce que l'audio soit mis à la place publique. Il ne devait même pas enregistrer. Pour se protéger, pour des mesures de sécurité, vous ne l'avez jamais fait. Il n'avait pas à enregistrer l'homme. Moi, je ne l'ai jamais fait. Si vous posez cette question, moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un sans son consentement, sans lui dire que je suis en train de vous enregistrer. C'est dans une mission quand même que vous enregistrez quelqu'un. Un journaliste qui a cette habilitation d'enregistrer les gens afin de vulgariser davantage, c'est quand la personne interviewée ou la personne enregistrée accepte que vous l'enregistrez. Mais s'il refuse, vous le faites, c'est que vous n'êtes pas dans les principes. Ça peut se faire, mais vous n'êtes pas dans les règles. Ce n'est pas dans le droit que vous le faites. D'accord. Moi, je me dis que le problème, même, c'est aujourd'hui, vous avez ramené dans le dossier dans la nomination de Sidi Souleymane Ndiaye comme un problème dans sa carrière, l'audio qu'on a tous écouté ici. Moi, je me dis, il faut bien connaître. Il faut bien connaître. Pour envoyer un innocent en prison. Non, c'est le rôle d'un procureur. Non. C'est le rôle d'un procureur. C'est un poursuiveur. C'est un poursuiveur. Oui, mais pas de cette Est-ce qu'on va parler? Si la manière était bonne, il n'allait pas être sanctionné quand même. Pour le sentiment, il a été sanctionné. Voilà. Comme beaucoup. C'était quoi la sanction? La sanction, comme beaucoup d'autres. C'était quoi la sanction? On a vu des sanctions. On a vu des sanctions qui ont été prises. Je vous explique ce qui s'est passé. Quand Charles Wright a été récemment sanctionné, est-ce que c'était vraiment la bonne sanction? Est-ce qu'il devait être sanctionné? Puisqu'on parle de on ne peut pas compter sur la sanction pour dire que c'est une vérité. Sidi n'a pas été sanctionné. Charles Wright, au contraire, était dans le viseur des magistrats. À un moment donné, il était persona non grata au niveau des magistrats. Jusque-là, les relations entre lui et les magistrats ne sont pas au beau fixe. Parce qu'à l'époque, les magistrats n'étaient pas contents de lui. On lui a reproché d'avoir vilipendé, d'avoir mis à nu. Malgré tout le soutien qu'il a eu récemment. Non, vous n'avez pas compris. Ces magistrats-là. À l'époque, j'ai rappelé dans quel contexte
ce soutien est intervenu et les mots qui ont été utilisés. C'était une contrainte. Mais ce qui s'est passé à l'époque, on a tous constaté que Charles White, dans ce dossier-là avec Sidi Suleiman, beaucoup n'approuvent pas la méthode Sidi, mais sur le cas de l'enregistrement, il a été blâmé par ses pairs. Même en réunion entre l'association des magistrats, Charles White allait subir une sanction s'il n'y avait pas eu ce coup d'État. Donc, je me dis une chose. Si d'un côté on blâme Sidi Suleiman, de l'autre, Charles White n'est pas blanc. Il n'est pas blanc parce que ce qu'il a fait est condamnable à ce niveau-là. Maintenant, moi, la question que je me pose... La question que je me pose aujourd'hui, moi ce n'est pas au niveau de l'opinion. Ce n'est pas au niveau de l'opinion. C'est un homme de droit. Moi ma question aujourd'hui, c'est au niveau de la relation entre Charles White et Sidi Suleiman aujourd'hui. Parce que tous les deux reviennent dans l'appareil. Mais là, quelle sera leur collaboration? Chacun va jouer son rôle. Non, chacun jouera son rôle, mais nous savons tous qu'il y a un antécédent entre les deux. Est-ce que les deux, Sidi Suleiman étant procureur général de la Cour suprême et Charles White procureur au niveau de la Cour d'appel, procureur général. C'est ce que je dis. Est-ce que tous les deux... la Cour suprême. Non, je sais. Comprenez ce dans quoi je m'exprime. Tous les deux sont dans l'appareil judiciaire. Quelle sera la relation entre les deux hommes quand on sait ce qui s'est passé dans un passé récent? Est-ce que les deux vont filer le même coton? Est-ce que les deux seront toujours d'accord en tant que magistrat pour défendre le même camp? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que quoi qu'on dise, on ne va pas occulter ce qui s'est passé récemment. Parce que j'apprends qu'après l'audio, Sidi Suleiman a fait une crise à l'époque. Il a même, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a fait une crise à l'époque. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que ça a porté un coup à leur relation à l'époque. Et même le monde des magistrats, à l'époque, s'est réuni pour ce dossier-là. Aujourd'hui que Sidi Suleiman revient, la question c'est qu'est-ce que les deux vont pouvoir faire en tant que magistrat au sein de l'appareil judiciaire. C'est la grosse question que je me pose. Et je ne crois pas que, à l'époque, Sidi a été condamné. Le fait qu'il revienne, pour moi, c'est un magistrat qui revient. L'audio que j'ai entendu la fois dernière, quand j'ai entendu les propos, j'ai condamné. Parce que quand vous les entendez, vous comprenez largement qu'il y avait une volonté manifeste d'envoyer en prison. Mais sauf que Fonike n'a pas porté plainte à l'époque. Il lui revenait à lui, après cet audio-là, de porter plainte contre Sidi Suleiman. Pas de lui, là. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on devait condamner Sidi Suleiman... Il ignorait en ce moment l'existence de l'audio. Justement, non. Quand c'est apparu, il était libre de porter plainte contre Sidi Suleiman. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas été condamné. Dès l'instant, il n'a pas été condamné par la justice. Je me dis que l'opinion, certes, l'a blâmé pour ça, mais est-ce que pour cela, il ne faut plus qu'il revienne aux affaires? Pour moi, c'est pas ça la solution. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce tout sujet. L'émission continue dans un instant. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci à Abdoulradr Dramé qui gère les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalai Sidibé, Mafata Sano. Ils sont très nombreux de ce côté, Vladimir Poutine, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. On va en venir à ce chronogramme de la transition guinéenne. Le FNDC qui vient de proposer un programme de 24 mois, une feuille de route qui va du recrutement d'un opérateur pour la révision, pour la révision du fichier électoral à l'organisation des élections en 3 phases. D'abord, le référendum suivi des communales et des législatives avant la présidentielle pour le Front National pour la défense de la Constitution. Tout le processus devrait se terminer le 5 septembre 2023. Et qu'est-ce qui justifie ces différentes propositions? Nous en parlons avec Sekou Koundouno, responsable des stratégies et de la planification du FNDC. Audiovisuel en Guinée, contenu et défis, c'est le titre de l'essai littéraire de Jacques Lévaleno dont la dédicace est prévue lundi prochain au chapiteau du Palais du Peuple. L'ouvrage évoque les pratiques professionnelles dans les radios et télévisions guinéennes depuis la libéralisation des ondes en 2005. Au cœur de sa réflexion, l'épineuse question de l'indépendance des journalistes et les choix éditoriaux. À quelques jours de la dédicace, nous recevons l'auteur pour en parler. Jacques Lévaleno donc sera avec nous dans ce studio. Alors, on a suivi, Caps, vous avez suivi cette sortie du FNDC qui fait une proposition suite à la demande du ministère, notamment de l'administration du territoire. Effectivement, il faut d'abord commencer par saluer cette sortie du FNDC qui par le passé dénonçait mais ne proposait pas concrètement. Mais cette fois-ci, ils ont suivi, ils ont fait une proposition en se disant que selon eux, le chronogramme
pour cette transition doit aller du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023, donc 24 mois. 2 ans. Ce qui veut déjà dire que sur les 2 ans, si on retire quelque part les 8 mois, disons, de la transition, c'est qu'il nous reste autour de 15 à 16 mois pour le reste de la transition. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que eux, contrairement à ce que le MATD a proposé, par exemple, en disant qu'il faut commencer par faire le recensement général de la population, selon le FNDC, eux, ils miseraient plus sur la révision du dernier fichier audité par les experts de la CEDEAO qu'ils ont présenté en 2020. Donc, selon eux, il faut réviser ce fichier-là de 2020 audité par les experts de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, eux, ils opteraient plus sur le fait qu'on commence d'abord par le référendum. Suite au référendum, il faut coupler les élections communales et les élections législatives et après terminer avec la présidentielle. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que quelque part, quand on suit tous les différents acteurs, c'est que ça ressort un petit peu la moyenne. La moyenne voudrait qu'on aille quelque part vers ces 2 ans, ces 2 années-là. Et derrière cela, aujourd'hui, il faut quand même ressortir un fait. C'est vrai qu'il faut aller vers l'audit de ce fichier-là. L'audit a été déjà fait par la CEDEAO. Il faut réviser cela. Mais moi, selon mon entendement quand même, il serait plus judicieux d'élargir ce travail-là pour faire un recensement général de la population. Et moi, j'opterais plus pour ça. Ça, ce n'est que mon point de vue par rapport à l'établissement du fichier. Parce qu'au-delà de ça, il ne faut pas ignorer que aujourd'hui, en dépit de l'organisation des élections, le CNRD aujourd'hui veut jeter les bases d'un développement sérieux quand même pour notre pays, pour que ceux qui viendront après puissent justement continuer sur cette lancée-là. Mais allant dans ce sens-là, il est important de mieux connaître la population pour pouvoir faire les propositions qu'il faut. Qui mieux pour nous expliquer le contenu de ces différentes propositions que Sekou Koundouno? Il est en direct chez les Grandes Gueules d'Iba Milmono. Les Grandes Gueules. Sekou Koundouno, bonjour. Et bonjour à Guiba, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules, bonjour à vos mesdames auditeurs. Alors justement, finalement, vous avez rendu public ce document qui est pour vous la feuille de route pour la transition, avec un chronogramme de 2 années. Alors d'abord, on va revenir un peu sur le contenu. Vous partez d'abord de l'analyse macroéconomique, cadre de concertation. Le contenu, Djiba Milimono, il y a en tout cas les plateformes qui sont invitées à un cadre de concertation. Vous déclinez cette invitation par moment et vous faites une proposition. Pourquoi ne l'avoir pas fait au cadre de concertation, accepter d'aller à un cadre de concertation, faire là la proposition, que de le faire séparément? Oui, écoutez, Daouda, vous êtes l'un des chroniqueurs au niveau des GG qui reçoit régulièrement tout ce que nous faisons au niveau du FNDC. Je tiens à vous informer qu'on a été reçu par le ministre en charge de l'administration du territoire de la décentralisation. L'entretien s'est passé dans les conditions les meilleures. Nous l'avons transmis un mémorandum de perception au fait du cadre de dialogue structuré et au fait que nous recherchions. Nous attendons qu'il y ait une suite. Nous avons aussi pris acte de son communiqué de main tendue aux différents acteurs et des forces vives de la nation. Donc nous espérons que dans les heures et jours qui vont suivre, que notre demande et nos revendications seront prises en compte. Mais je tiens aussi à vous informer qu'il y a de cela plus d'1 mois et demi, sous le leadership du nouveau coordinateur national, en l'occurrence Omar Sela Ponikimangué. Il a été instruit au fait à la coordination nationale, en appui de nos structures techniques, de produire un peu une visibilité du point de vue action, du point de vue durée, au fait de ce que cette transition pourrait représenter. Et quand vous constatez, au fait, au niveau du FNDC, la transition s'articule autour de 2 grands axes, autour des axes principaux. Nous avons l'axe qui concerne les réformes structurelles et institutionnelles et la refondation de l'État, mais aussi il y a le processus électoral qui passe en premier avant toutes les autres réformes. Donc, en tout état de cause, pas de contradiction dans la mesure qu'il y a une clairvoyance et une clarté dans la démarche dynamique. Justement, Sekou Koundouno, je pose ma question sur le contenu. Alors, vous parlez de cadre macroéconomique, de cadre du dialogue, éventuellement vous parlez aussi sur les réformes constitutionnelles et la révision des lois organiques. Vous mettez en avant la loi électorale, la loi sur la Cour constitutionnelle et la loi sur la Cour des comptes, mais sans oublier aussi en priorité la Cour constitutionnelle pour les institutions qui seront mises en place, l'organe indépendant de gestion des élections, la CENI. Alors, vous prévoyez la CENI
alors que le ministère de l'administration du territoire est dans la dynamique lui-même d'organiser ces élections. Même si ça Écoutez, nous avons soumis notre proposition en fait au peuple guinéen et à tous les acteurs qui peuvent être concernés. Et votre collègue Kams l'a dit tantôt, et nous avons toujours fait des propositions, nos différentes déclarations et communiqués en font foi. Nous nous sommes dit que c'était notre responsabilité depuis le 5 septembre 2021. Le FNDC a été la seule structure qui n'était pas encore prononcée sur la durée de la transition. Donc après un travail au fait de nos techniciens qui nous entourent, nous avons jugé nécessaire que nous avons 3 grandes composantes. Il y a la composante de l'activité courante qui permet au fait à l'État guinéen, à son administration d'exister. Il y a aussi la deuxième étape, c'est les réformes institutionnelles. Nous avons aussi le processus électoral. Donc, du point de vue activité, en fait, activités courantes qui peuvent être menées pendant cette période, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait, au fait, s'occuper de la surveillance de l'équilibre macroéconomique. Comme vous le savez, il y a l'inflation, il y a le panier de la ménagère. Il faudrait que le gouvernement de M. Mohamed Biavogui puisse stabiliser tous ces indicateurs afin que la cherté de la vie ne puisse pas être de mise pendant cette période de transition. Mais aussi à la création d'un cadre de dialogue et de concertation permanent entre la junte, les forces vives de la nation et la communauté internationale. Cela est un passage obligé et quoi que les nouvelles autorités fassent, ils sont obligés de passer par là. Comme vous le savez, en période de transition, aucune entité n'a la légitimité. N'oubliez pas que le CNRD a pris le pouvoir par les armes. Les partis politiques et la société civile, qui aussi sont l'émanation du peuple, chacun doit conjuguer les efforts afin que nous puissions, pendant cette période, trouver de la stabilité, de la tranquillité, mais faire en sorte que les Guinéens puissent regarder dans le même sens pour que nous sortions de cette période d'exception. Donc, en aucun cas, on ne peut confondre une période d'exception à une période normative. Donc, partant aussi de ce constat, nous avons jugé nécessaire qu'il faille ouvrir les enquêtes sur des crimes économiques et des crimes au fait de sang. Nous avons aussi jugé nécessaire en termes de réformes qu'il faille mener pendant cette période, qu'il faille mener des réformes au niveau du CNT sur la Cour constitutionnelle, la révision des lois organiques, y compris la loi électorale, la Cour des comptes, pour que tout cet arsenal au fait juridique puisse au fait aider l'organe de gestion des élections et qui encore n'est pas encore créé, ou le MATD ou le gouvernement n'a pas encore présenté le modèle d'organe de gestion des élections qui doit organiser ces élections. Donc, en tout état de cause, c'est des propositions structurées, au fait, et allant sur un constat et des troncs chiffrés, et nous estimons dans une période de 24 mois, à compter du 5 septembre 2021, s'il y a une volonté politique, s'il y a un engagement à rendre le pouvoir au peuple de Guinée, nous ne voyons pas de raison que le 5 septembre 2023, que les Guinéens ne peuvent pas connaître leur nouveau président démocratiquement élu et qui reflète la volonté du peuple guinéen. Bien, allez-y Antoine. Oui, M. Koundoulo, permettez que pour une fois, j'apprécie la démarche du FNDC qui propose enfin dans cette transition pour qu'on aille de l'avant, mais dans le contenu de vos propositions du document, je constate qu'il y a des éléments qui me paraissent incohérents. Vous dites de procéder à la révision du fichier de 2020 pour aller aux élections prochaines. Ah, ça me surprend. Vous avez été contre le référendum de 2020 et les élections présidentielles de 2020. Comment comprendre que vous, qui n'avez pas accepté qu'il y ait élection à l'époque, vous qui avez rejeté les résultats des élections ou du référendum, reveniez réclamer une révision sur la base d'un fichier que vous ne reconnaissez pas? Parce qu'avant 2020, il y a eu un fichier électoral. À ce niveau, je pense qu'il y a... Non, c'est l'EIF qui a fait une sorte de contrôle de ce fichier-là et qui avait rendu public un résultat. Contre le référendum, oui, et la présidentielle de 2020. Contre la modification constitutionnelle. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas réclamer une révision sur un fichier que vous avez contesté. Ils ne sont pas politiques. Et Antoine, je t'ai écouté religieusement. Je voulais que tu acceptes aussi de m'écouter religieusement. Je tiens à te dire que dans aucun passage du FNDC, nous avons contesté et au fait le fichier ou les organes. Au niveau des élections et du référendum de 2020, il y avait un intrus. L'intrus, c'était Alpha Condé. Le combat du FNDC, au fait, s'articulait autour d'exfiltrer l'intrus du système électoral, afin que le système soit juste et équitable dans l'intérêt du peuple guinéen. Donc, cette précision, elle est importante. Nulle part, vous ne constaterez
au fait que le FNDC dénonce le fichier parce que nous ne sommes pas partie prenante au fait du processus électoral, mais nous avons dénoncé au fait et la présence d'un intrus, et cet intrus n'était rien d'autre que ça. Mais M. Koundoulou, lorsque vous contestez une élection, c'est-à-dire un référendum qui se fait sur la base d'un fichier électoral, ça y va de soi que le fichier soit remis en question. Non, attendez, il faut qu'on se comprenne. Vous contestez un référendum qui ne doit pas se faire. Parce que le référendum a eu lieu pour adopter une nouvelle constitution. La présidentielle a eu lieu pour qu'Alpha Condé soit réélu président pour une 3e fois. Pour moi, cette forme de contestation de ces élections, ça y va de soi que vous n'appréciez pas le fichier qui est mis en place pour ces élections-là. Parce que ce fichier-là a été contesté par la plupart des acteurs politiques. Le FNDC a été politique aussi, parce que les politiques faisaient partie de leur combat. Il faut qu'on se comprenne. Là, Koundoulou n'est pas politique, là. Attendez, le FNDC n'est pas de la société civile, forcément. Il y a la politique aussi qui s'est invitée dans la danse. Antoine, écoute ça aussi. Antoine, vous ne verrez aucun communiqué, aucune déclaration, aucun mémorandum du FNDC contestant le fichier ou quelconque entité. Nous avons contesté la présence d'un intrus. Non, vous ne me comprenez pas. Vous n'avez pas besoin de contester un fichier parce que vous dites que vous n'êtes pas politique. Mais le fait de contester une élection, un référendum, sur la base d'un fichier, vous ne pouvez pas réclamer une révision sur la base de ce fichier-là, c'est pas possible. Non, il faut qu'on se comprenne. Oui. C'était comme si vous me disiez, par exemple, que la constitution qui a été adoptée à l'époque sur la base de ce fichier-là est une constitution la constitution est différente du fichier. Non, mais ça a été voté sur la base d'un fichier électoral. Non, il faut qu'on se comprenne. Ce fichier à l'époque, après élection, on a dit il y a une révision, on a eu 5 millions d'électeurs. Au départ, il y avait 8 millions d'électeurs et les observateurs qui étaient les plus lucides ont dit que ce n'était pas possible que sur 12 millions de Guinéens, qu'il y ait 8 millions d'électeurs. On a fait une révision, il y a eu 5 millions d'électeurs. À l'époque, le FNDC a dit qu'il n'est pas pour le référendum. Et ce référendum a eu lieu parce qu'il y avait un fichier électoral. Vous ne pouvez pas contester un référendum, une présidentielle, et revenir dire que vous voulez une révision sur la base de ce même fichier électoral. À mon niveau, je pense qu'il y a incohérence. Là, c'est mon point de vue. Et je respecte ton point de vue, et je pense bien ce point de vue ici, beaucoup de Guinéens l'ont, c'est dangereux même pour la paix, pour la stabilité de ce pays. Mais je tiens tout de même à te dire que le combat du FNDC s'articulait autour de la présence d'un intrus, et cet intrus, c'était Alpha Condé. Le reste, on n'avait pas donné notre point de vue sur là-dessus. Et je t'informe que le fichier dont tu fais allusion a été audité par les experts de la CEDEAO, par l'OIF, et assisté par les experts des Nations Unies. C'est un fichier qui a été certifié. Et nous n'avons pas donné notre point de vue à cette époque. Après analyse et consultation auprès des partenaires bi- et multilatéraux et de nos services techniques, nous estimons que ce fichier peut être une prévière de travail en termes de révision à travers un nouveau opérateur qu'on pourrait au fait recruter pour qu'on aille rapidement de l'avant. Parce que n'oubliez pas... Sékou Koundoulou, si vous le voulez bien, vous allez garder votre position d'écoute. Nous allons vous rappeler dans la 3e partie. Là, nous sommes contraints d'aller avec l'écran publicitaire. Les grandes gueules reviennent dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.